Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du secret de la vie elle-même, la réplication de l'ADN. C'est ce processus absolument fondamental qui permet à une bactérie de se diviser ou à nos propres cellules de se multiplier. Bref, c'est la mécanique de la vie. Alors, la question qui se pose est la suivante. Comment est-ce possible ? Imaginez un peu, il s'agit de recopier des milliards de lettres de code génétique, l'équivalent de milliers de livres, et ce, quasiment sans aucune faute de frappe. C'est un défi absolument monumental que nos cellules relèvent à chaque instant. Au programme aujourd'hui, on va commencer par voir l'ampleur du défi. Ensuite, on découvrira les règles du jeu, les principes de base, puis on fera connaissance avec l'équipe de choc qui fait le travail, on regardera le processus en direct et on terminera en comparant comment les différents types d'organismes s'y prennent. Allez, on attaque. Le concept de base a l'air simple. Avant qu'une cellule ne se divise en deux, elle doit faire une copie absolument parfaite de tout son ADN. Ce processus, qui est au cœur de tout, c'est ça la réplication. En d'autres termes, la réplication, c'est comment on passe d'une molécule d'ADN mère à deux molécules filles qui sont des clones parfaits. Et chez les organismes comme nous, les eucaryotes, ça se passe pendant un moment bien précis du cycle de vie d'une cellule, la phase S. Le S signifiant synthèse, juste avant que la cellule ne se divise. Bon, avant de voir les machines à l'œuvre, il faut absolument qu'on comprenne les 3 grandes règles d'or qui dictent tout le processus. Ce sont des lois fondamentales qui garantissent que la copie sera à la fois fidèle et efficace. Première règle, et elle est super élégante, la réplication est semi-conservative. L'idée est géniale. Au lieu de construire 2 nouvelles molécules à partir de rien, la cellule ouvre la double hélice originale en 2. Chacun des anciens brins va alors servir de modèle, de patron pour en construire un nouveau. Au final, on se retrouve avec 2 molécules d'ADN et chacune est à moitié ancienne, à moitié nouvelle. L'information originale est donc semi-conservée. Deuxième règle, c'est bidirectionnel. La copie ne démarre pas n'importe où. Elle commence à des points de départ bien précis, qu'on appelle les origines de réplication. Et à partir de là, ça part dans les 2 sens en même temps. Pensez à une fermeture éclair qu'on ouvrirait par le milieu. Ça crée une sorte de bulle qui s'agrandit, avec 2 fourches de réplication qui s'éloignent l'une de l'autre. Et là, on arrive à la règle la plus surprenante. La réplication est semi-discontinue. Ça vient d'une contrainte purement chimique. L'enzyme qui construit le nouvel ADN, l'ADN polymérase, ne sait travailler que dans une seule direction. Du coup, pour l'un des 2 brins, tout roule. La copie se fait en une seule fois, d'un trait. C'est le brin avancé. Mais pour l'autre brin, qui est orienté à l'envers, la cellule doit trouver une astuce. Alors, c'est quoi cette astuce ? Eh bien, regardez le brin du bas sur ce schéma. La synthèse ne peut pas se faire en continu. Du coup, la machine va fabriquer un petit bout, puis faire un saut en arrière pour en fabriquer un autre, et ainsi de suite, un peu comme si elle cousait à reculons. Ces petits morceaux, on les appelle les fragments d'Okazaki. Et à la toute fin, ils seront tous collés les uns aux autres pour former un brin complet. Ok, on a les règles du jeu. Maintenant, il est temps de rencontrer les joueurs. La réplication, c'est un énorme travail d'équipe, mené par toute une armée de protéines et d'enzymes. C'est une véritable usine moléculaire où chaque membre a un rôle ultra spécifique. Alors, qui fait quoi dans cette équipe de choc ? En premier, on a l'hélicase. C'est elle qui force l'ouverture de la double hélice. Juste après, la primase vient poser une petite amorce, un genre de point de départ. Et là, la star du show entre en scène, l'ADN polymérase, le bâtisseur. Pendant ce temps, les protéines SSB se collent au brin ouvert pour éviter qu'ils ne se referment. Un peu plus loin, la toposomérase s'assure que l'ADN ne s'en mêle pas en amont. Et tout à la fin, la ligase arrive pour faire les finitions, pour coller les fragments d'Okazaki entre eux. Et ce qui est fou, c'est que tout ce petit monde ne travaille pas à la chaîne, mais tous ensemble, en parfaite synchronisation, dans une énorme machine qu'on appelle le réplisome. C'est ce qu'on voit ici. C'est une vision de cette incroyable machinerie parfaitement orchestrée qui avance le long de l'ADN. Bon, on a les règles, on a l'équipe. Maintenant, place à l'action. On va regarder le film de la réplication se dérouler étape par étape, depuis le coup d'envoi jusqu'au moment où on a 2 molécules d'ADN toutes neuves. On peut diviser le processus en 3 grands actes. D'abord, l'initiation, c'est le démarrage. Ensuite, l'élongation, le cœur de l'action, là où on construit. Et enfin, la terminaison, le moment de conclure et de tout vérifier. Acte 1, l'initiation. Le coup d'envoi est donné quand des protéines spécifiques repèrent une séquence d'ADN particulière, l'origine de réplication. Elles s'y accrochent, ce qui force une première petite ouverture de la double hélice. C'est le signal, ça attire tout le reste de l'équipe, tout le réplisome qui vient se mettre en place. Une fois que tout le monde est prêt, on passe à l'élongation. Là, on voit l'hélicase qui fonce comme un bulldozer pour dérouler l'ADN. Derrière elle, les protéines SSB viennent tapisser les brins pour les maintenir bien écartés. Et voilà, la voie est libre, le terrain est préparé pour que l'ADN polymérase puisse se mettre au travail. Si on zoome à l'échelle atomique, on voit le détail qui change tout.
L'ADN, polymérase, ne peut accrocher un nouveau bloc de construction, un nucléotide, qu'à un seul endroit bien précis, l'extrémité qu'on appelle 3'. C'est cette contrainte chimique qui impose un sens unique de construction, toujours de 5' vers 3'. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'un brin avancé, simple, et d'un brin retardé, plus compliqué. Et on arrive au grand final, la terminaison. Pour les bactéries, avec leur ADN en forme de cercle, c'est facile. Les deux fourches de réplication parties en sens inverse finissent par se retrouver et le tour est joué. Pour nous, avec nos longs chromosomes linéaires, c'est un peu plus complexe. Mais dans tous les cas, à la fin, c'est l'ADN ligase qui fait le dernier tour de piste pour s'assurer que tout est bien scellé et que les deux nouvelles molécules sont impeccables. Alors, même si les principes de base sont universels dans le monde du vivant, l'évolution a trouvé des stratégies différentes pour les appliquer. On va voir qu'il y a des différences vraiment intéressantes entre les organismes simples, comme les bactéries, les prokaryotes, et les organismes complexes, comme nous, les eucaryotes. C'est un peu deux écoles, deux approches différentes. Cette image montre la première grosse différence. À gauche, chez une bactérie, le génome est une simple boucle. Du coup, un seul point de départ, une seule origine, suffit pour tout copier. À droite, chez nous, le génome est gigantesque, découpé en longs chromosomes linéaires. Pour réussir à copier ces véritables autoroutes d'informations dans les temps, il faut démarrer la copie à des milliers d'endroits en même temps. Ce tableau résume bien les choses. ADN circulaire contre linéaire. Une seule origine contre des milliers. Et regardez la vitesse. Les bactéries, ce sont des fusées. Elles peuvent copier 1000 bases par seconde. Chez nous, c'est beaucoup plus lent, environ 50 bases par seconde, parce que tout est bien plus contrôlé. Et même les enzymes principales ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme comparer une Formule 1 à un camion de chantier. Les deux avancent, mais pas pour le même usage ni à la même vitesse. Mais cette histoire d'ADN linéaire, ça amène un problème, un vrai casse-tête qui est unique aux eucaryotes. C'est le problème de la réplication des extrémités. À cause de la façon dont le brin retardé est copié, avec ses petites amorces, la machine est incapable de copier les tout derniers bouts du chromosome. La conséquence logique, à chaque fois qu'une cellule se divise, nos chromosomes devraient devenir un peu plus courts. Heureusement, l'évolution a trouvé une solution super astucieuse, les télomères. Ce sont des sortes de capuchons protecteurs faits de séquences d'ADN qui se répètent et qui ne codent pour rien d'essentiel. Pensez aux petits embouts en plastique au bout de vos lacets. Leur rôle, c'est de protéger le lacet. Et bien là, c'est pareil. C'est cette zone tampon qui va se raccourcir à chaque division, laissant le reste de l'information génétique intacte. C'est pour ça qu'on les appelle l'horloge cellulaire. Leur longueur nous dit combien de fois une cellule s'est divisée et donc en quelque sorte son âge. Et on va se quitter sur cette pensée qui est un peu vertigineuse. Ce processus moléculaire, qui semble si technique, nous amène en fait aux plus grandes questions sur la vie, le vieillissement, le cancer. Si les télomères sont vraiment les gardiens du temps biologique de nos cellules, qu'est-ce que ça impliquerait pour la médecine de demain si on apprenait un jour à remonter ou à ralentir cette horloge? La question, pour l'instant, reste ouverte.